Alors bonjour à tous, on va parler aujourd'hui un petit peu du cas du Brexit, on va faire un petit peu l'actualité du Brexit. Alors je m'étais mouillé un petit peu trop, sans doute d'ailleurs, sur ce sujet en disant que j'étais convaincu que le Brexit n'aurait jamais lieu. Et j'ai bon espoir malgré tout qu'il n'ait pas lieu. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en fin août 2019, c'est compliqué. Je suis assez surpris par le comportement de Boris Johnson, je m'attendais au pire, j'ai été dépassé dans mes pires prédictions. Ce personnage politique est assez révélateur de l'état de la politique en France, en Europe et bien entendu au Royaume-Uni. C'est assez sidérant. Alors au départ, revenons rapidement sur la question du Brexit. Il y a donc un peu plus de 3 ans, le peuple britannique, à 51,8% des voix à peu près, a décidé de quitter l'Union européenne sans savoir du tout comment ça allait se passer. Les raisons de ce vote sont complexes et multiples. On sait très bien qu'un référendum en Europe occidentale aujourd'hui n'a pas du tout le sens qu'on peut lui prêter, c'est-à-dire que ce n'est pas une réponse à une question posée. Les gens ne répondent pas à la question posée, puisqu'on leur demande jamais d'habitude leur avis. Donc ils répondent à tout, sauf à la question posée. Et le Brexit n'a servi que d'exutoire à une colère légitime du peuple britannique. Que reprochent les Britanniques au mondialisme, derrière lequel ils ont l'impression que l'Union européenne en est le symbole? L'erreur britannique est d'ailleurs là. Quel est le symbole du globalisme? L'Union européenne ou la City? C'est la City qui représente le globalisme. Et le globalisme est beaucoup plus fort à Westminster ou à Downing Street qu'à Bruxelles, finalement. Mais ça, les Britanniques commencent à le découvrir un peu tard. Donc une campagne. Vous avez un mec comme David Cameron, Premier ministre britannique, qui lance un référendum pour régler des problèmes internes à son parti. Parce qu'il a peur que les ultra-anti-européens de son parti lui fassent perdre les élections futures. Donc il se dit, je vais les neutraliser. Que fait-il? Il dit, on va renégocier avec l'Union européenne un accord plus favorable que celui qu'on a, un peu du Thatcher. Et ensuite, une fois que j'ai obtenu des résultats, je vous soumettrai un référendum en disant, on reste dans l'Union européenne ou on s'en va. Je crois qu'il n'y a pas un Britannique, et ni moi non plus, il n'y en a pas un qui sait ce qui a été obtenu par Cameron. Personne ne sait ce qu'il a obtenu à l'Union européenne. Des gris-gris et des conneries, on ne sait pas. On ne sait pas, personne ne le sait. Et lui-même n'a pas été capable tellement d'expliquer ce qu'il avait obtenu. En fait, il n'a rien obtenu, ou quasiment rien. Donc ce monsieur fait un référendum, et il est convaincu en plus qu'il va le gagner. Aucune expérience politique. On sait très bien, à 11 reprises, que le pouvoir, lorsqu'il a la légitimité fragilisée, perd les référendums. Dès que tu donnes l'occasion aux gens de t'en foutre dans la figure, les gens ils se font un plaisir, puisqu'on leur fait des lois contre eux. On les emmerde sur l'autoroute, on les emmerde partout toute la journée, l'État pollue. Les gouvernements les emmerdent, les gilets jaunes et autres. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a un référendum? Quelle que soit la question, c'est de punir le gouvernement. Et on le punit comment? En lui disant non. Alors si vous voulez vous débarrasser de Cameron, c'était réussi. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? À peine le Brexit, le oui a gagné, que David Cameron a pris sa retraite politique et plus personne n'en entend parler. Et il s'est bien fait oublier, ne vous inquiétez pas, il a fait sa connerie, ok, mais maintenant plus personne n'entend parler. David Cameron, c'est le Premier ministre qui a disparu le plus vite possible, le plus vite de Royaume-Uni. Bravo champion. Alors ce champion-là a obtenu ça, il y a des gens qui ont commencé à se mettre en avant. Alors Boris Johnson. Boris Johnson, c'est l'opportuniste par excellence. Je suis à peu près convaincu que Boris Johnson a lancé une pièce de monnaie pour savoir s'il était pour ou contre le Brexit. Moi, je suis à peu près convaincu que les convictions du Brexit de Johnson sont nulles. C'est même pas un vrai Brexiteur. Simplement, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour être Premier ministre, pour prendre la place de Cameron? Eh bien, je vais être contre, parce qu'il a senti qu'il y avait un coup à jouer là-dessus. Et Johnson va donc être contre, pour le Brexit, contre l'Union européenne. Pour des raisons opportunistes et politiciennes. Alors, évidemment, il y a Nigel Farage. Nigel Farage, évidemment, qui n'a comme seule mission dans la vie que de nuire à l'Union européenne et de faire quitter son pays à l'Union européenne, sans doute pour mieux en faire le 51e État américain, évidemment, s'est mis dans la danse. Et ils ont raconté n'importe quoi. Alors, c'est pas parce que ça dit Cannes pour le oui et les autres ont commencé à faire peur au peuple britannique, mais vu qu'au bout de 3 ans, ce qui se passe, finalement, les peurs étaient peut-être justifiées, au final, que Johnson et Farage ont dit la vérité. Ils ont menti en disant que l'argent que le Royaume-Uni ne donnerait pas à l'Union européenne, eh bien, servirait au système de santé. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Qu'il fallait rembourser 50 milliards d'euros. Mais ça, on s'en est rendu compte quand? Après. Parce que je peux vous dire que si, avant le référendum du Brexit, il y a des hommes politiques qui avaient dit, écoutez, vous savez quel est le coût que l'Union européenne exige pour quitter le truc, c'est 50 milliards d'euros, ben, je vais vous parler d'un truc, le Brexit n'aurait pas eu lieu. Le vote en faveur du Brexit n'aurait pas eu lieu. Si ces 50 milliards
avait été évoqué. Parce que les mensonges sur la santé et tout ça, l'argent qu'on économise, ils auraient pu le dire. Ah bon, vous avez économisé comment pour payer 50 milliards? Ah oui. Ah, c'est ballot, hein. Alors Boris Johnson, malheureusement, n'est pas devenu Premier ministre. C'est Theresa May, qui a subi qui a un calvaire d'ailleurs, pour essayer de faire un Brexit que personne ne voulait au niveau des députés. La position pro-Brexit est très minoritaire en réalité là, au Parlement. Mais les Britanniques, les parlementaires britanniques ne savent pas trop comment dire non. C'est difficile de dire au peuple britannique, vous avez voté pour le Brexit, mais on ne va pas le faire. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait dire. Parce qu'il faudrait dire, on a entendu votre message anti-globaliste. Alors, qu'est-ce que Johnson a compris du vote en faveur du Brexit des Britanniques? L'exact contraire de ce que les Britanniques voulaient. Beaucoup de Britanniques ont voté contre l'Union européenne parce qu'ils en avaient marre d'immigration à laquelle ils associaient l'Union européenne. Pas seulement l'immigration européenne d'ailleurs, mais l'immigration tout court. Hein, le lecteur britannique n'a pas fait de détail de dire si il valait mieux des Pakistanais que des Polonais. Je pense d'ailleurs qu'il préférerait des Polonais à des Pakistanais. Si c'est un peuple européen comme les autres, bah, à mon avis c'est le cas. Peu importe, ils ont ras-le-bol de l'immigration, donc on vote contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne, on se dit, on voit l'image des migrants de Calais, on voit les bateaux justement qui arrivent, et on se dit, bah, l'Union européenne c'est la passoire. Comme si le Royaume-Uni depuis 1948 n'était pas la plus grosse passoire qui ait jamais été inventée. Hein. Parce que vous imaginez qu'il y a 10 ou 15 millions d'halogènes au Royaume-Uni qui sont arrivés par la magie du Saint-Esprit ou par la méchante Union européenne. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Hein. Bon, c'est pas le cas. Donc évidemment que le Royaume-Uni est victime d'une immigration post-coloniale qui vient de son Commonwealth et que tous les gouvernements ont mis en place, sauf Churchill, qui avait voulu que le Royaume-Uni reste européen, en disant que le slogan « Keep England ou Keep Britain White » n'était pas mauvais. C'est Churchill qui avait dit ça. Bon, ben non, il n'a pas été écouté, le Labour Party a ouvert à fond les vannes de l'immigration, et puis les conservateurs ont pris le relais. Voilà. Donc dans cette affaire, ben Johnson, qu'est-ce qu'il propose? Johnson propose un accord commercial avec les États-Unis dans lequel les entreprises américaines seront toutes gagnantes. Champions. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'aliéner les intérêts économiques britanniques aux États-Unis. Ça, c'est un vrai souverainiste. Hein. Ah, quelle volonté d'indépendance. Hein. Ensuite, il veut régulariser 500 000 clandestins. Ne vous inquiétez pas, les 500 000 clandestins, ils ne viennent pas de Pologne. Hein. Ils viennent de tout l'ancien empire colonial. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et puis, il prône l'ouverture à l'immigration du Commonwealth, là encore, c'est-à-dire non seulement, parce qu'ils pensent peut-être qu'il y a pas assez de Pakistanais à Paris, à Londres, on va y arriver. À Paris et à Berlin, il y en a aussi maintenant. Vous savez, les flux migratoires, ça concerne toute l'Europe. Mais voilà, ils pensent qu'il n'y a pas assez de Pakistanais à Londres. Ils pensent qu'il en faut plus. Et que les emplois libérés par les Polonais et les Bulgares qui sont partis dans leur pays, ben, il va falloir les remplacer. Hein. Au lieu de les remplacer par des Britanniques de souche, il va les remplacer par des Égyptiens, des Pakistanais ou des Kenyans. Pourquoi pas? Ça, c'est un vrai discours identitaire. Hein. Les Britanniques, ils ont voté pour préserver leur identité. L'Union européenne supposée la détruire. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? De détruire encore plus l'identité britannique. Champion du monde. Donc, on s'inféode aux États-Unis à mort, quitte à perdre des marchés économiques. On fait rentrer à mort les migrants venus du Commonwealth. Génial, c'était bien la peine d'attaquer l'Union européenne là-dessus. On menace le Parlement de ne pas tenir compte de lui. Donc, en plus, un apprenti autocrate. Et alors, libéralisme économique à mort. Il veut que le Royaume-Uni devienne une sorte de Singapour ou de, voilà, ou de Macao. C'est une sorte de port international, de port géant international pour les financiers, pour la finance internationale. Génial, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime son pays, ça. Donc, M. Boris Johnson est un chauvino-mondialiste. Ce qu'en anglais, moi, j'appelle un jingo globaliste. Jingoism, ça veut dire chauviniste, c'est équivalent d'un slogan de jingo, comme ça, en Angleterre au XIXe siècle. Voilà, c'est un chauvino-mondialiste, c'est un mec qui va détruire son pays. Eh bien, le choix, il est clair. Aujourd'hui, un Brexit où vous êtes détruit, ou un retour en arrière dans une Europe qui, certes, ne nous défend pas, mais qui n'ira jamais aussi loin dans la connerie que Boris Johnson peut y aller. Donc, on arrête les frais avec Johnson. J'espère que les parlementaires britanniques vont le mettre en minorité et vont le dégager très vite. Parce que ce Brexit, c'est une arnaque, c'est un leurre, c'est une foutaise. C'est une foutaise qui est en train de détruire le peuple britannique, de détruire le peuplement européen du Royaume-Uni, de recréer le conflit en Irlande du Nord qui était pourtant calmé. C'est une boîte de Pandore qui a été décidée par les gens pour des raisons multiples et variées, pour d'abord virer Cameron, pour envoyer un signal contre le mondialisme, contre le globalisme, contre cette hyperclasse britannique complètement vendue aux États-Unis. C'est-à-dire, vous vouliez un Brexit identitaire, vous allez avoir un Brexit hyper mondialiste. Heureux?